La fusion énergétique ne concerne pas uniquement les couples hommes-femmes, elle peut avoir lieu entre hommes ou entre femmes. Cependant, il est plus facile au départ pour un homme et une femme de se désinhiber mutuellement et d'échanger des énergies. Cette désinhibition progressive permettra ensuite aux personnes impliquées de vivre la même chose avec des personnes du même sexe. Il n'y a pas de limitation quant au type de relation énergétique, cela peut être un couple énergétique traditionnel. Cela n'implique pas nécessairement une possession ou une exclusivité. Il est important de comprendre que cela va au-delà de l'amour animal et que les personnes doivent découvrir par elles-mêmes l'esthétisme supramental et l'intelligence qui se libère. Il y a des choses qu'il est difficile de dire car elles doivent être découvertes individuellement pour en saisir la véritable saveur et vibration. Finalement, dans la fusion énergétique, ce n'est pas seulement la femme qui permet à l'homme de se désinhiber, mais c'est réciproque et cela se développe progressivement jusqu'à ce que les deux se touchent énergétiquement. Dans cette discussion, il est question de l'apprivoisement énergétique et de la création d'une synergie entre deux personnes. Les inhibitions sont évoquées comme étant un mécanisme naturel qui peut rendre les relations difficiles, mais il est souligné qu'elles n'ont pas besoin d'être une source de souffrance. Les inhibitions sont décrites comme transparentes et sans couleur, odeur ou saveur spécifique. Il est expliqué qu'elles sont là, et qu'il est nécessaire d'utiliser l'intelligence et la conscience pour les dépasser. Il est souligné que la désinhibition ne peut pas être forcée et que la libération se produit progressivement. L'importance de changer en soi pour progresser est également mentionnée, et il est souligné que l'esprit est responsable de la mise en place des inhibitions. Enfin, il est expliqué que la libération peut se manifester par le contact physique entre deux personnes, mais que cela nécessite de la conscience et de la désinhibition. Le texte évoque le thème de la désinhibition et de la libération de l'être humain. Il explique que toucher à certaines limites et les franchir peut donner l'impression d'avoir acquis une certaine autorisation, mais cela ne mène pas forcément à la libération spirituelle. L'inhibition est vue comme un empêchement d'avancer, tandis que la libération est associée à une prise de conscience collective. Les archétypes cosmiques et planétaires sont également mentionnés, soulignant le caractère complexe de ce processus. L'auteur suggère que les hommes doivent être suffisamment contrôleurs de leur corps physique pour permettre aux femmes de se désinhiber. Finalement, il est affirmé que ceux qui resteront sur Terre avec des inhibitions ne feront pas partie de l'évolution future et que l'absorption de l'astral servira à récupérer d'autres formes de vie. Selon cette discussion, il est avancé que notre réincarnation est en réalité la représentation de nos futurs souvenirs. Le temps est courbé, ce qui explique pourquoi nous venons nous chercher nous-mêmes. Nous avons une forme physique car c'est essentiel dans le contexte figé de l'espace-temps. La fusion dont il est question est la fusion totale et résorbante de la création, qui se produira quand il ne restera plus rien d'autre à rassembler. Au-delà de cela, il existe autre chose que la conscience humaine ne peut pas comprendre. Les mots ne sont pas suffisamment puissants pour transmettre cette non-information. Cependant, il est suggéré que des néotypes seront installés, ce qui permettra une communication plus profonde et une compréhension accrue. Les mots prendront une autre saveur et les individus qui ne sont pas énergéopathes ne pourront pas comprendre pleinement ces concepts. Cependant, lorsqu'il y aura suffisamment de désinhibition entre les êtres humains, ces idées pourront être communiquées et intégrées à notre réalité terrestre. Mais pour cela, il faudra que les auditeurs soient capables de monter à un certain niveau d'énergie pour bénéficier de ces communications énergéopathiques. En fin de compte, il est souligné qu'il est préférable d'avoir cette communication dans un groupe avec des niveaux d'énergie similaires, car le langage utilisé pourrait sembler étrange aux autres. Les individus doivent être désinhibés pour pouvoir se parler et vivre des relations authentiques. Le but ultime est de parvenir à une libération de la relation bouddhique, mais cela nécessite un travail structurel préalable. Dans cette conversation, il est question de la relation bouddhique de couple et de l'idée archétypale du couple. Il est expliqué que si l'inhibition n'était pas présente, les personnes pourraient directement atteindre la libération. Cependant, il est souligné qu'il existe des limites dans une relation énergétique entre un homme et une femme. Il est précisé qu'il ne s'agit pas de pouvoir tout faire avec n'importe qui, mais plutôt de comprendre que chacun doit travailler avec intelligence et surmonter les inhibitions pour parvenir à une libération. Il est également mentionné qu'on ne choisit pas d'exprimer cette énergie, mais qu'il s'agit plutôt d'un processus de désinhibition. La communication est vue comme essentielle pour amener de l'énergie sans se perdre dans des idées mentales. Il est également souligné que les mots n'ont pas la même énergie que l'idée de parvenir à une désinhibition. On
insiste sur le fait que l'ego peut créer des frictions et des luttes internes, mais qu'il est possible de se désinhiber par le biais de l'esprit. Selon ce qui est dit dans le texte, la conscience n'est pas quelque chose qui réside en nous. Plutôt, c'est l'esprit qui nous libère de nos inhibitions lorsque nous sommes conscients. Pour atteindre cette désinhibition consciente, il est important de se débarrasser de nos résistances et de cesser de mentaliser sur les problèmes. La désinhibition peut être pénible, mais elle ne doit pas être souffrante, sauf si l'ego essaie de s'approprier ce processus. Néanmoins, il n'y a aucun danger à se désinhiber totalement, car cela mène à une fusion et à une communion qui vont au-delà de l'existence individuelle. Toutefois, il est souligné que la non-existence est en quelque sorte une farce, mais cela ne signifie pas qu'il faut la négliger, car elle renferme une énergie importante. En fin de compte, la communication pure conduit à la communion, et vice versa. La communion est la capacité à absorber une onde de forme avec une énergie synergisée, cela mène à la communication pure entre deux êtres humains. Cela peut évoluer vers une symbiose puis une fusion progressive. La réincarnation des mémoires utiles dépend de la capacité de l'individu à jouer avec son onde de forme et à attirer des mémoires adaptées à son évolution. Il s'agit d'ajuster l'onde de forme pour se débarrasser des aspects indésirables et attirer ce qui est fonctionnel pour notre intelligence. Dans ce discours confus, l'auteur exprime l'idée que l'humanité doit se transformer pour préserver la planète. Il mentionne que certaines personnes sont naturellement plus évoluées intellectuellement et aristocratiques dans leur comportement, tandis que d'autres sont en phase de transition vers cet état. Il évoque également l'existence des marcheurs, des entités astrales qui trouvent un nouveau corps après la mort de leur ancien corps. Il souligne que l'intelligence humaine doit prendre le dessus sur les forces astrales afin de faire des choix intelligents pour la préservation de la planète. Il affirme que les années 1990 sont une période cruciale où l'équilibre entre l'intelligence et les forces astrales est renversé, offrant la possibilité de grands changements. Cependant, il insiste sur le fait que les individus doivent se déplacer intellectuellement et écologiquement, plutôt que de faire des choix arbitraires. Dans cet échange, il est question de la nature de l'intelligence et de son rôle dans nos vies. L'idée principale est que l'intelligence dépasse les conflits et les archétypes, et qu'elle peut changer la nature de l'humain. L'analogie de la limaille de fer et de l'aimant est utilisée pour illustrer cette idée. Il est également suggéré que l'ego peut entraver l'évolution spirituelle et qu'il est préférable d'avoir confiance en l'intelligence et de suivre une voie solaire plutôt que lunaire. Enfin, il est mentionné que l'anti-homme peut être rejeté en laissant l'intelligence guider nos émotions et en embrassant des expériences qui stimulent notre passion et notre sensibilité. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de l'anti-homme et la nécessité de se libérer des inhibitions pour accéder à une fusion harmonieuse de l'âme et du corps. Il explique que les vieilles lois et mécanismes sociaux sont encore présents mais qu'ils perdent peu à peu de leur influence. Il évoque également le cheminement nécessaire pour retrouver l'innocence et la spontanéité de l'enfance, tout en conservant l'expérience et la conscience de l'adulte. Il mentionne que ce processus peut entraîner des changements d'humeur et des réactions inexplicables pour les autres, mais qu'ils sont en réalité des transformations énergétiques positives. Finalement, tu n'es plus l'enfant que tu étais. Tu étais un enfant pourri, orgueilleux, snob, qui criait et pleurait. Mais tu étais plus proche de ta vraie nature, même si cette nature était laide. Aujourd'hui, tu es devenu plus artificiel car on t'a façonné et collectivisé. Tu dois redevenir naturel, mais d'une manière différente. Certains pleuraient pendant la conférence, ce qui m'intrigue. L'anti-homme détruit son esprit, et l'ego se demande ce qui lui arrive encore. Certains trouvent des excuses pour leurs actes, mais ils sont plus proches de leur véritable nature. La vitesse de déplacement est plus importante que la distance parcourue. Les égos sont frustrés car ils ne connaissent pas leur vitesse de déplacement. Ivanov affirme que tout l'enseignement du Nazaréen est contenu dans le Notre Père. Le Nazaréen a commencé à parler de son Père céleste quand Joseph est mort, car il s'est rendu compte de la présence de sa paternité. Il a découvert qu'il avait une affinité avec le suprêmental et qu'il était lui-même un esprit. Il a sacré son cœur et est mort. Sa relation avec la mort de Joseph réside dans le fait que son vrai père était présent. La personne dont il est question semble avoir accès à des informations astrales et parler de son père dans le ciel. Elle se pose des questions sur sa conscience et son évolution, notamment par rapport à ses études. Il est suggéré qu'elle consulte un psychologue pour l'aider à prendre des décisions. Il est également mentionné qu'il est possible d'aller à l'université sans altérer ses corps physiques,
mais que cela requiert un chemin non archétypal. Pour quelqu'un qui est en chemin de conscientisation mais n'est pas encore fusionné, il est possible pour cet individu d'étouffer son canal réincarnationnel et de se connecter consciemment à d'autres plans, tels que le plan moronciel, mental ou supramental, mais il est également indiqué qu'elle a encore besoin d'un ajusteur collectif pour créer l'inhibition envers les maîtres. Il est souligné que la plupart des gens évolués ne réalisent pas qu'ils sont évolués en raison d'une fausse humilité. L'idée de cette discussion est que la plupart des personnes évoluées ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'elles sont, car elles vivent dans l'inhibition. Cependant, il est important pour elles de réaliser cette valeur. Être baptisé est un moyen de rejoindre les personnes énergétiquement similaires, ce n'est pas une dépendance mais une fusion des énergies. Le mental a besoin du corps et de l'astral pour se lire, mais une fois devenu mental, il peut se lire sans le corps. Le corps physique est important pour maintenir l'expression de soi, mais il n'est pas nécessaire de le lire pour se connaître. Le plan supramental permet de se lire sans avoir besoin du corps physique. L'ego réagit aux sensations physiques pour savoir ce qu'il ressent, mais il ne sait pas lire directement qui il est. Il n'y a pas d'autre interprétation possible que de connaître qui tu es. C'est ainsi que l'ego se reconnaît, en sachant dans quel état il se trouve. Ce que je veux dire, ce n'est pas une interprétation mais une expression. Maintenant que c'est fini, je peux poser d'autres questions si tu veux. En ce qui concerne le prochain PMC+, c'est une continuation du musée appliqué.